Et après, il y a la dame qui est juste là. Bonjour. Oui, bonjour. Selon vous, est-ce que le cas de Pindac est actuellement en liquidation judiciaire ne prouve pas que les cirques doivent se réinventer pour survivre? Complètement. Et d'ailleurs, on avait prévenu d'ailleurs Pindac qu'il allait se casser la figure déjà depuis plusieurs années. Et justement à ce sujet-là, est-ce que vous pouvez nous révéler par exemple le montant des subventions accordées aux circassiens par le ministère de la Culture? J'ai entendu que c'était de l'ordre de 1 800 000 €. Alors, on n'a pas de chiffre exact en réalité, puisque chaque cirque peut avoir une subvention et ça dépend en réalité. Je sais que le cirque Harley de Grus et le cirque Vauguillon, donc pas nous, mais le cirque d'hiver, a eu entre 200 et 300 000 € de subvention cette année. Après, il y a des aides à l'itinérance. Il y a plein de petites aides. Les cirques familiaux, les petits cirques de quartier familiaux traditionnels ne peuvent pas être subventionnés parce qu'il faut avoir une comptabilité super nickel, l'URSSAF, etc., ce qui n'est pas le cas. Donc ils ont souvent des aides à l'itinérance. Là, le gouvernement parle de donner 50 000 € d'aide aux cirques qui ont envie de se réformer. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Une association qui est très bien renseignée là-dessus, c'est Parisopolis, donc Amandine, qui, elle, a vraiment tous les dossiers et sait quel cirque a eu quoi. Donc, si jamais vous voulez approfondir cette réflexion-là, je pense qu'il faut la contacter, elle partage sa connaissance. Mais voilà, sur ces cirques-là, on sait qu'ils ont une subvention, donc peut-être à la création, je ne sais pas. Et l'aide à l'itinérance représente entre 10 et 15 000 € par an. Après, c'est des subventions qui ne sont pas vraiment des subventions de soutien, mais plus des subventions parce que ces cirques-là sont en difficulté et qu'ils utilisent cette difficulté pour obtenir des subventions. C'est instrumentalisé. Et nous, on n'a pas les chiffres. Et en réalité, ce qu'on a voulu faire pour ce projet, c'est pour ça qu'on a mis aussi longtemps à monter, c'est qu'on a voulu le faire avec 0 fonds public. Et on a fait ça uniquement avec des fonds privés, puisqu'on n'avait pas envie que l'État s'en mêle. Et pour nous, c'était plus une démarche citoyenne qu'autre chose. Donc alors non seulement on ne voulait pas que l'État s'en mêle pour une raison citoyenne, mais aussi pour défendre l'idée que quelque part, quand on donne une subvention à une entreprise, pour moi, ça doit être une entreprise en difficulté. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Et en fait, on arrive à créer l'éco-cirque sans subvention. Voilà. Donc c'est très optimiste pour le cirque sans animaux et plutôt pessimiste pour le cirque avec animaux. Mais bon, certains de vos impôts vont au cirque, malheureusement. Alors oui, je crois qu'il y avait une dame qui était juste là, oui, je vous écoute. D'accord, ça marche. Allez, accordez les deux. Nous vous écoutons. C'est là-bas. Selon vous, quels sont les arguments du gouvernement français pour ne pas prendre de décision comme l'Italie d'interdire les cirques avec animaux? Alors il y a plein d'arguments. En réalité, c'est vrai que pour nous, le gouvernement n'a qu'à faire ça et fait ce qu'il veut. Malheureusement, c'est pas si simple. Il y a aussi, moi je pense personnellement, qu'en France, on est aussi un peu victime quelque part de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture. On a la gastronomie. La gastronomie française, dans le monde, c'est pas rien du tout. Et c'est un fleuron du pays. Cette gastronomie, elle est basée sur les animaux. Voilà. Alors, pour ces personnes-là, le cirque, c'est un peu subsidiaire, subalterne, parce que représente très peu de monde, très peu d'animaux, et à côté de ça, ils se disent, est-ce qu'on ne va pas mettre en danger des filières beaucoup plus puissantes, beaucoup plus importantes, qui est l'élevage, la production industrielle, etc. Donc, ils ont tellement peur, que ça déclenche autre chose, que pour l'instant, il y a plutôt une frilosité. Je pense que, honnêtement, ils ont compris qu'il y avait vraiment une demande populaire, mais je pense qu'ils attendent aussi le bon moment pour le faire. Et puis, il faut dire aussi, les circassiens font du lobbying, pas extrêmement efficace, mais ils en font un peu quand même et qui portent ses fruits. Donc, ça ralentit aussi, quelque part, certaines choses. Voilà. Mais je pense que de toute façon, dans les quelques mois à venir, avant les municipales, il va y avoir des décisions prises par rapport aux animaux dans les cirques, ou au moins pour le divertissement. Ça, moi, j'en suis persuadé, peut-être j'ai tort. Il y a absolument au pif, mais je suis sûr et certain que ça va se faire. Ce qui est formidable aussi, c'est les municipalités qui font des vœux et qui interdisent les animaux, qui interdisent les cirques avec animaux sur leur commune. Ça donne un signal fort au gouvernement qu'il faut agir. Les maires, même si les arrêtés sont cassés,
c'est un message fort qu'ils envoient au gouvernement. Et il faut vraiment les comme pour les soutenir. pesticides à l'encoin. Voilà. Il faut vraiment les soutenir puisque c'est à force justement d'interdire et de parler et de dire qu'on n'en veut plus qu'ils finiront par bouger. Mais bon, il faut qu'ils bougent. La France est vraiment à la traîne par rapport à plein de pays européens. Alors, il y a la dame là, c'est la dernière question. Oui, dernière question. Ah oui. Après, on prendra 5 minutes pour la journée avec les sorties voyage. Ensuite, il y a la séance de dédicace de livres dans le hall d'entrée. Voilà. D'abord, je vous trouve très courageux et je partage l'émotion du docteur Sekibou parce que les Amis des Bêtes sont sur le front contre les cirques avec animaux depuis des années. Pour avoir participé avec les dames qui sont là, on a eu parfois des réactions très très violentes. Des dames qui... Moi j'étais allée avec ma petite fille, des dames du cirque qui tapaient sur les femmes pendant que les hommes tapaient sur les hommes, qui tapaient aussi sur les éléphants, pardon, qui tapaient sur les enfants. Et et donc voilà, je comprends l'émotion du docteur parce que elles sont là à toute heure, par tous les temps et c'est vraiment courageux. Et puis vous, je trouve que c'est vraiment une révolution que vous soyez là, parce que votre révolution intérieure, quelque part, elle permet cette révolution du cirque, parce que je crois qu'il n'y a que vous qui êtes de ce milieu qui pourrez vraiment en faire émerger quelque chose de nouveau. Et voilà, donc déjà ça. Et ma question, c'est pourquoi les vétérinaires ne peuvent pas sanctionner? Les vétérinaires, ils ne peuvent pas sanctionner parce qu'ils ne sont pas des agents assermentés, en fait, ça c'est différent. La vétérinaire, il peut constater, selon qu'il est assez compétent ou de bonne foi, le bon état ou le mauvais état d'un animal. Là, il y a quelque chose qu'on a très succinctement évoqué tout à l'heure, c'est le cas de l'ours Micha et de la famille Poliakov, où il y a quand même eu plusieurs contrôles vétérinaires. Et là, pour moi, ça me pose un problème par rapport à la profession de vétérinaire. Parce que quand je vois l'animal, même sur photo, alors que c'est petit comme ça, on voit un animal il pue la mort. Enfin voilà, il est à l'agonie. Et comment on peut sortir de je ne sais combien d'années d'études de vétérinaire et signer comme quoi cet animal est en parfaite santé. Ça me pose un problème. C'est plutôt, est-ce qu'on pourrait sanctionner certains vétérinaires? Oui, parce que dans certains cas, c'est criant de vérité qu'ils sont absolument corrompus. Ne tirez pas sur les vétérinaires, il y en a là. Oui, non, mais pas tous, bien entendu. Mais il y a des cas particuliers qui sont quand même assez scandaleux. Dans le cas de l'ours Micha, il y avait des plaies avec des vers. Et oui, avant le dernier contrôle vétérinaire. Et le mec dit, il va bien, il n'y a pas besoin de le casser, tout va bien, pas de soin. Je me permets de me répondre à ce sujet-là. D'abord, il faut savoir si c'est un vétérinaire praticien qui est nommé... Ah oui, non, mais ça c'est la DDPP, c'est des en général, c'est la DDP. C'est ce que j'appelle, moi, puisqu'il est un ancien maintenant, oui, les services vétérinaires. Tout à fait. Normalement, c'est eux qui doivent faire ces contrôles en envoyant un vétérinaire ou éventuellement un technicien, pourquoi pas, je veux dire. Mais c'est plutôt un contrôle administratif. On va regarder les papiers, les certificats de vaccination, ça s'arrête là. les identifications. Sinon, Alors ça dépend parce qu'après normalement c'est l'ONF qui est censé faire ça parce que sur les cirques il y a... Non, c'est l'ONF, les petits ça c'était avant, à l'époque de la DSV, mais ça a un tout petit peu changé, maintenant c'est la... voilà, ils ont changé de nom, c'est la DDCSP, c'est la DD. Voilà. C'est ce qu'on appelle maintenant le truc des populations et de l'administration. Protection de population, ouais. Etc. Mais c'est un temps, il faut un temps fou, parce qu'il faudrait, avec un lecteur de puces, regarder toutes les puces qu'il y a sur les animaux, c'est-à-dire tous les mammifères, etc. Bon. Bien sûr, mais là, même les oiseaux devraient être identifiés, par exemple les perroquets doivent avoir une puce. Oui, ils en ont. Vous voyez, donc il faut avoir la liste et pouvoir les regarder. Donc, en plus, il vaudrait mieux que ce soit l'administration qui le fasse, parce que le praticien, je vais dire, libéral, il ne veut pas embêter les gens, quoi. Non, mais de toute façon, dans les contrôles administratifs, ce ne sont pas des vétérinaires libéraux qui viennent. On m'a demandé des fois de passer dans le cirque. D'accord. Alors ça dépend parce que c'est la mairie. Quand il y a une demande. La mairie peut demander un contrôle vétérinaire, donc c'est avec le vétérinaire de son bon choix. Après, sur les contrôles de DSV, de DDPP, donc il y a un volet administratif où on doit s'assurer qu'il y a les puces et que ça corresponde au livre d'entrée et de sortie.
mais après aussi, normalement, il y a un tour où on va voir si les animaux ont l'air en bonne santé. Ont l'air en bonne Oui, santé. mais là, au premier coup d'œil, un praticien, quand même, même moi qui ne suis pas spécialiste des fauves, j'allais dire, je vois bien, un fauve reste un félin, j'allais dire, donc on est capable de voir si un animal est. Ça, c'est l'œil du praticien au bout d'un certain nombre d'années. Oui, mais là, on parle en général, mais là, je parlais d'un cas très particulier, où il y a quand même eu plusieurs contrôles d'un animal qui était visiblement à l'agonie, et dénoncé par des associations. Parce qu'en réalité, l'ours Bichat a été placé grâce à une association, pas grâce au contrôle. C'est parce qu'il y a eu des plaintes et que des gens finalement ont été vérifiés. Ils ont dit, mais effectivement, il pue le cadavre et il est vivant. Il a des plaies qui sont purulentes, qui s'infectent, remplies de vers. Il était évident que cet animal n'était pas en parfaite santé, comme l'avait dit le dernier vétérinaire qui avait fait le contrôle. C'est pour ça que cet animal a été, après toute cette complaisance, a été placé par le tribunal, enfin je ne sais plus comment ça s'est passé, et il a été confisqué à son propriétaire. Mais c'est un cas particulier, ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. Mais moi, personnellement, en tant que circassien, je peux vous garantir que, heureusement que mes bêtes étaient en bon état, parce qu'en fait, ils ne regardaient pas. Ils regardaient pas. Ils regardaient s'ils avaient à boire, ils regardaient si la viande était correcte, et ensuite ils regardaient les papiers. Les animaux, vous savez la vérité, on m'a même pas, jamais dans ma vie, on m'a demandé comment je dressais mes animaux. Ils en ont absolument rien à faire. Alors que c'est la base du bien-être et du confort d'un animal, si le dressage se passe de façon correcte ou pas, ou violente. Ça aussi, ça influe énormément sur la santé de l'animal. Mais je pense qu'il y a un problème de formation aussi, parce qu'il y a une histoire qui, moi, m'avait fait vraiment rire, et qu'au bout d'un moment, ça m'avait un peu exaspéré. Donc je me réveille un matin, contrôle. Ok. Donc vous voulez voir les animaux? Non, 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 montrez-moi les papiers. D'accord. Donc ils montrent les papiers, d'accord, ils font le tour. Ok, d'accord. Et ils me font, ça va pas votre truc là? Ah, bien bon. Il est où votre gorille? Je suis mon gorille. Je dis, ah bon, j'ai un gorille moi. Ah oui, oui, dans votre papier c'est marqué que vous avez un gorille. Je dis, attendez, vous rêvez là. Mais c'était l'annexe explicatif sur comment remplir le formulaire. La première page. Donc ils ne savaient même pas lire les livres d'entrée et de sortie, les problématiques. Donc des fois, peut-être qu'il y a un problème de formation aussi. Vous savez, je suis amie avec une vétérinaire de Lyon qui est très active, et je sais qu'elle avait fait une sorte de tour de l'horizon du métier des vétérinaires, et il n'y en avait que 1600 qui avaient répondu donc contre les cirques, et tout le reste était pour. Donc voilà, ça doit dépendre aussi des régions, je pense, de la culture générale. Et mais de ça ne veut pas dire qu'on est hostile aux vétérinaires. Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on est confronté. Il y a quand même des problèmes. Alors justement, on va peut-être finir la conversation autour d'un verre, si vous le voulez bien. Ouais, allez, on va pas à tous. Merci beaucoup, André Joseph. Merci, Sandrine. Alors, je suis pour les personnes qui souhaitent le livre de Sandrine et André-Joseph Bouglione. Il est donc à 15 €. Et dans le hall d'entrée, vous pouvez donc l'acheter et vous le faire dédicacer. Encore un grand merci. Et puis, n'hésitez pas à aller sur nos stands pour nous soutenir. Merci beaucoup. On espère que ça vous aura plu. Oui,